Historique, à domicile, attendu depuis presque un demi-siècle. Mais voilà, à peine le trophée soulevé, la fête s'est transformée en une polémique énorme. La gloire sportive est devenue une véritable guerre de l'information, une guerre des mots. Voilà, c'est l'image que tout le Maroc attendait. Le pays sur ses propres terres qui remporte enfin sa deuxième Coupe d'Afrique. Ça, c'est l'histoire officielle, vous voyez? Un moment de fierté nationale incroyable, le résultat de gros investissements et de beaucoup de travail. Sauf que, à peine les célébrations lancées, une toute autre version de l'histoire commence à circuler avec des accusations extrêmement graves. Et cette phrase, elle résume tout. Elle est « choc ». Et si cette victoire cachait en fait autre chose? Bon, comment on démêle le vrai du faux dans tout ça? On va y aller étape par étape. D'abord, on va revenir sur la victoire, la célébration. Ensuite, on va plonger dans les fameuses règles du jeu qui ont tout changé. Après, on explorera le contre-récit, les accusations et la guerre médiatique qui a suivi. Et pour finir, on se posera une question simple. Au fond, est-ce qu'on parle encore de football? Allez, on commence par le début. L'histoire officielle, celle de la victoire marocaine. Il faut bien comprendre que ce sacre de 2025, il ne sort pas de nulle part. Pas du tout. Quand on regarde la chronologie, ça semble même être l'aboutissement logique d'une décennie en or pour le foot marocain. On a les victoires au Chan, la Coupe arabe et bien sûr cette aventure complètement folle en demi-finale du Mondial 2022. La victoire à la CAN, d'une certaine manière, c'était un peu la dernière pièce qui manquait au puzzle. Mais c'est là que l'histoire se corse. Parce que cette CAN, elle ne s'est pas jouée uniquement sur le terrain. Elle s'est aussi, et peut-être surtout, jouée en coulisses, sur la base de textes très précis. Le règlement de la Confédération africaine de football. Et au cœur de toute cette controverse, il y a un document clé, le règlement de la CAF, et plus précisément son chapitre 35. C'est ce chapitre qui a servi de base légale à des décisions qui ont, disons-le, complètement changé le cours du tournoi. On commence avec l'article 82. Il est très clair, sans appel. Une équipe qui refuse de jouer est éliminée. C'est direct, la sanction est immédiate. Et c'est précisément cet article qui a été au centre de toute l'affaire du retrait du Sénégal. Ensuite, l'article Kratran vient compléter le dispositif. Si une équipe n'est tout simplement pas là à l'heure du coup d'envoi, c'est forfait, la défaite est automatique, il n'y a même pas de discussion possible. Et enfin, l'article 84 qui fixe la peine, un match perdu 3-0 et une exclusion pure et simple de la compétition. Ces trois articles, mis ensemble, forment un arsenal juridique redoutable. C'est sur cette base que le forfait du Sénégal a été acté, offrant une voie dégagée au Maroc. Et c'est vraiment là que la polémique a explosé. Sauf que, bien sûr, cette application très stricte du règlement n'a pas convaincu tout le monde, loin de là. Une autre version des faits a commencé à circuler, une version qui parle de favoritisme, de règles appliquées un peu à la carte et de manipulation. Et pour appuyer ces accusations, les détracteurs ont sorti des données, comme ce tableau qui liste les erreurs d'arbitrage supposées. Alors là, c'est assez paradoxal. Regardez bien, le Maroc figure parmi les équipes les plus touchées. Pourtant, ce même tableau a été utilisé pour dénoncer un climat de suspicion générale. L'argument, c'était que les chiffres ne disaient pas tout et que certaines erreurs clés, à des moments décisifs, auraient bizarrement favorisé le pays organisateur. Très vite, le match ne se jouait plus du tout sur le terrain, mais dans les médias, sur les réseaux sociaux. C'est devenu une guerre de l'information, une vraie de vraie. On s'est retrouvé avec deux histoires complètement opposées. D'un côté, le récit d'une victoire éclatante et méritée. De l'autre, celui de manœuvres en coulisses et d'un sacre arrangé. Le même événement, mais deux réalités qui s'affrontaient. Et cette bataille médiatique, elle est parfaitement résumée ici. D'un côté, on a la presse marocaine qui crie à la campagne de désinformation contre le pays. Et de l'autre, cette même presse qui se félicite d'avoir déjoué les fake news. C'était parole contre parole, titre contre titre. La guerre des mots était lancée. Alors, au milieu de tout ce chaos, de cette guerre de communication, qu'est-ce qu'il reste à la fin? Que retiennent les supporters de cette compétition, au-delà des polémiques? Eh bien, plus que de la joie ou de la déception, c'est un sentiment de grande frustration qui semble avoir dominé chez beaucoup d'observateurs. L'impression que l'essentiel, le jeu, avait été un peu oublié en route. Et tout ce sentiment, on pourrait le résumer en une seule phrase. Une phrase qu'on a entendue et lue partout. Ce n'est plus du foot. C'est l'idée que le sport, la passion, a été en quelque sorte pris en otage par les batailles de règlement, les guerres médiatiques et les calculs politiques. Finalement, toute cette histoire nous laisse avec une question assez fondamentale. Quand un tournoi de foot devient une bataille de récits, une guerre de communication, qui est le vrai vainqueur? Celui qui gagne sur le terrain ou celui qui réussit à imposer sa version de l'histoire?